Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. La chance, c'est ce petit quelque chose d'imprévisible qui change tout. Un alignement de circonstances, une rencontre inattendue, un moment où tout bascule. Mais est-ce vraiment un hasard ou une aptitude à saisir l'instant, à oser au bon moment? Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneur, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 7e saison, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont croisé la chance ou qui l'ont provoquée. Athlètes, entrepreneurs, investisseurs, ils nous racontent les coups de bol, les signaux faibles et les carrefours invisibles où tout s'est joué. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above & Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Mettet qui est Sales and Marketing Vice President Europe pour Ascot Limited. Bonjour Philippe. Bonjour Armelle, merci de m'accueillir. Alors Philippe, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes un peu précurseurs de ce qui est devenu ensuite ta carrière professionnelle ? Écoute, non, pas vraiment, puisque j'ai un père qui était journaliste économique, une mère qui était fonctionnaire, donc il y avait pas grand-chose en fait dans leurs expériences professionnelles qui pouvaient me porter vers l'hôtellerie. Par contre, j'ai eu rapidement, quand j'étais au lycée, eu envie de faire une école de commerce. J'étais en quête d'international, donc j'ai effectivement fait une école de commerce post-bac qui était très tournée vers l'international. Et c'est là, au fil des rencontres, où j'ai eu la chance en deuxième année de partir au Sofitel de Los Angeles, faire un stage. Et là, j'ai envie de dire, ça a été un peu le pied à l'étrier par rapport à cette expérience que j'ai pu avoir dans l'hôtellerie. On y reviendra peut-être. Mais en tout cas, une première année au Sofitel de Los Angeles à découvrir le métier opérationnel de l'hôtellerie. Et puis derrière, l'envie de continuer. Donc, j'ai fait un stage à la direction du développement de l'hôtellerie de loisirs chez Accor, grâce aux contacts que j'avais pu établir par ce stage de deuxième année. Et puis voilà. Et puis après, on y reviendra, mais j'ai continué dans le secteur. Alors aujourd'hui, tu es à la tête du groupe Ascot pour la partie européenne, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'était quoi les grandes étapes de ta carrière professionnelle ? Alors après ces deux stages chez Accor que je viens d'évoquer, je suis parti faire mon service militaire et à l'époque c'était encore un service militaire obligatoire, donc je l'ai fait comme coopérant, on appelait ça même des volontariats, comme VSNE au Club Med à Londres, où j'ai mis en place l'équipe qui s'occupait de tout ce qui était vendre la partie B2B, ce qu'on appelle Club Med Affaires, pendant presque 2 ans. Et puis à l'issue de cette expérience qui s'est bien passée, qui a été extrêmement enrichante, c'était pour moi une première expérience professionnelle, donc à faire de la vente et du marketing, puisque sur le sujet du B2B, on m'a proposé de continuer l'aventure au club, que j'ai continué en allant m'occuper du marketing et des ventes des bateaux de croisière. À l'époque, il y avait ces deux magnifiques voiliers, Club Med 1 et Club Med 2. Il y a toujours Club Med 2 qui est sur les eaux. Et donc, j'ai passé 5 ans au club au total, entre Londres et Paris. Et à l'issue de ça, et j'avais dans le cadre de mon projet scolaire, on va dire, l'objectif de partir faire un MBA. Je suis parti le faire à Rotterdam. J'ai passé un semestre à NYU. Pendant mon MBA, j'ai fait un stage en fusion-acquisition à la Société Générale, donc très éloigné du marketing et des ventes hôtelières. Et puis j'ai été vite rappelé par l'hôtellerie. J'ai rejoint un groupe qui s'appelait à l'époque Forte Hotel, en 99, où j'ai passé 1 an à m'occuper du repositionnement d'une chaîne d'hôtellerie de charme, Héritage Hôtel. J'ai passé 1 an et là j'ai été recontacté par Accor, qui a été le début d'une longue aventure chez Accor pendant 11 ans, où d'abord j'ai été recruté pour mettre en place sur le plan marketing commercial et vente toutes les ouvertures et les repositionnements stratégiques de Sofitel dans le monde. Donc je suis devenu un peu un globe-trotter, à aller à Washington, à Chicago, à Montréal, à Bangkok, à Shanghai, aussi à Paris, parce que Paris était un des premiers projets que j'avais couvert. J'ai grandi au sein de l'équipe Sofitel, à m'occuper ensuite de l'ensemble du marketing commercial, la direction des ventes de Sofitel. Et puis on m'a proposé une magnifique aventure. C'était une aventure puisqu'on avait un nom de code, on avait un projet, on savait pas forcément ce qui allait en ressortir. Et ça a été le lancement de la marque Pullman, dont je me suis occupé pendant 4 ans, jusqu'en 2011. Voilà. Et puis après
Une petite pause professionnelle. Je suis parti faire un executive MBA à l'INSEAD et ensuite j'ai rejoint NH Hotel. Je me suis occupé de lancer leur chaîne NH Collection sur la partie des ventes, aux côtés d'un dirigeant extrêmement visionnaire puisque c'était un vrai repositionnement et une vraie remise à plat du groupe NH avec Federico, qui est aujourd'hui le patron de Radisson. Donc une belle aventure. Et puis après NH, j'ai rejoint Ascot, où je suis maintenant depuis 8 ans, à m'occuper donc des ventes et du marketing. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler du groupe Ascot? Quelle est son histoire? Qu'est-ce qui le distingue finalement de ses concurrents principaux et quelles sont les marques phares? Alors, Ascot est né il y a 42 ans à Singapour et était un spécialiste à l'origine de la résidence hôtelière, donc avec les résidences d'ailleurs qui portent la même marque Ascot. Et en parallèle de ça, naissait une marque fantastique aussi qui était Citadine, créée par des Français à Paris, et Ascot a ensuite racheté Citadine. Donc c'était une des premières opérations de croissance externe d'Ascot. Aujourd'hui, Ascot c'est 14 marques dans le monde. C'est près de 1000 établissements ouverts ou à ouvrir. C'est dans toutes ces marques, évidemment, il y a Citadine que je viens de citer, qui est un des leaders de l'appart-hôtel. Il y a la marque Crest Collection, qui est née à Paris, avec aujourd'hui plusieurs établissements dans le monde, mais notamment 3 établissements à Paris. L'un qui est près du Trocadéro, l'autre près des Champs-Élysées et l'autre près du Palais Royal, juste en face du Louvre. La marque Life, qu'on a développée il y a quelques années, et dont le premier établissement a ouvert l'année dernière à Paris, près de la place Gambetta dans le 20e. On a aujourd'hui aussi un Life à Vienne, à Francfort, et pas mal de projets d'ouverture puisqu'on va ouvrir cette année à Glasgow, à Manchester, à Londres. Donc il y a une marque qui est une marque lifestyle, qui est une marque qui a comme volonté d'être aussi extrêmement tournée sur les espaces partagés. On a une cuisine partagée dans chacun des lives où les clients peuvent se retrouver, cuisiner ensemble. Et ça, c'est vraiment il y a un esprit communautaire dans cette marque et qui est ouvert à une cible assez large, mais souvent on définit avec des clients un peu digital nomades et multigénérationnels. Donc ça, c'est la marque Life, donc qui est vraiment une marque en très forte croissance chez nous. Et puis une marque qui a commencé en Europe aussi, qui a débuté en Asie, mais qu'on a lancé en Europe l'année dernière, qui est la marque The Unlimited Collection. On a déjà aujourd'hui 3 établissements, l'un à Dublin, l'autre à Édimbourg, un autre à Leicester qui a ouvert au début d'année. Et cette marque, là on est sur du 4 étoiles haut de gamme, non standardisé. Et donc l'idée, c'est d'offrir à des propriétaires une marque où on apporte tout notre savoir-faire en dynamique de marketing, en dynamique commerciale, et où on garde une très forte identité à l'établissement, puisque c'est toujours des établissements qui sont assez singuliers. À Leicester, par exemple, c'est un établissement de l'époque victorienne qui a reçu depuis son ouverture les familles royales, donc un établissement un peu phare de la ville. Voilà. Donc aujourd'hui, en Europe, Ascot, c'est 65 établissements ouverts ou à ouvrir, 50 qui sont déjà ouverts sur ces marques. On a aussi la marque Somerset en Europe, qui est une marque de résidence hôtelière plutôt tournée vers la sustainability, vers le green. Voilà. Donc une panoplie de marques présentes en Europe et puis beaucoup plus de marques qui sont présentes en Asie aujourd'hui. Et donc Ascot est né a comme socle la résidence hôtelière, mais aujourd'hui a comme volonté de devenir un acteur de l'hospitality mondial, un acteur hôtelier aussi, puisque les marques que je viens de te citer, que ce soit Life, Unlimited Collection, sont des marques hôtelières. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est à la fois de capitaliser sur notre savoir-faire dans la résidence hôtelière, dans l'appart-hôtel, mais aussi de nous ouvrir très clairement sur l'hôtellerie. Voilà. On a aussi un programme de fidélité qui s'appelle ASR, qui a 8 millions de membres, qui a été lancé il y a 5 ans, donc une très forte croissance aussi sur ce sujet. Si tu regardes un peu ton parcours professionnel ou éventuellement personnel, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit « Tiens, là, j'ai vraiment eu de la chance » ? Alors, la chance que je pense avoir, oui, ça a été d'avoir, depuis le début de ma carrière, c'est d'avoir des patrons qui ont aussi été des mentors. Ça, je crois que c'était une chance immense. Je vais d'ailleurs avoir le plaisir d'échanger encore avec un il y a quelques jours par téléphone qui vit aux États-Unis. Et par exemple, au Club Med, j'ai eu la chance de travailler
pour des personnalités qui sont marquantes à vie, qui avaient été pour l'un DG de la zone Amérique, pour l'autre de la zone IMIA. Et ça, c'est vraiment une chance parce que ils avaient plus d'enjeux professionnels, j'ai envie de dire, à part réussir la mission qui leur avait été confiée. C'était plutôt en fin de carrière, ils s'en cachaient pas. Et du coup, d'avoir quelqu'un qui arrivait, qui était en début de carrière, ça leur plaisait. Et ils ont vraiment été des mentors pour moi. Et chez Accor, j'ai aussi eu la chance d'être vite exposé à des membres du COMEX par la mission qui m'avait été donnée, parce que j'avais un poste qui était fortement exposé, qui avait un enjeu stratégique avec la réussite de ces Sofitel, qui étaient des investissements extrêmement importants pour le groupe, que ce soit New York, Philadelphie, Washington, Chicago, comme je les ai cités. Et donc, écouter leurs conseils, les observer, a pour moi été une vraie chance. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué dans ma vie. Et comme je te l'ai dit, certains avaient plus d'enjeux professionnels, hein. Donc les échanges que je pouvais avoir avec eux étaient probablement encore plus riches, hein, parce qu'ils étaient absous de tout ce qu'ils voulaient dire. Est-ce que tu crois à la chance ou est-ce que tu penses que c'est plutôt un phénomène qu'on provoque? Je vais peut-être dire une banalité, mais je crois que la chance, ça reste la chance et c'est quelque chose d'assez occasionnel, hein. Par contre, je crois beaucoup à la fidélité, à la détermination, à la capacité de travail, à l'envie de réussir, hein. Ça, j'y crois beaucoup. Et je crois aussi que si t'es pas heureux dans ton quotidien, il faut savoir provoquer les événements. Il est fondamental pour soi, pour ses équipes, c'est quelque chose dont je suis absolument convaincu, de savoir aussi conserver une employabilité. Ça me semble important. Et je pense qu'il faut savoir aussi lever le doigt, mais aussi faire confiance à son management, hein, quand tu poses la question sur la chance. Et cela est pour moi, aujourd'hui, une énorme satisfaction de voir et de faire grandir les équipes. J'étais la semaine dernière, ça faisait 15 ans que je n'avais pas vu pour certains, à un rendez-vous des anciens du siège Accor, où j'ai retrouvé des collaborateurs que j'avais pu recruter chez Accor, pour lesquels j'avais eu de la mobilité interne quand on avait créé l'équipe Pullman, et de voir ce qu'ils font aujourd'hui dans 10 ans, ou au sein de chez Accor ou dans d'autres entreprises. C'est pour moi une énorme satisfaction. Donc voilà, je pense que il faut de la chance dans la vie, mais la chance, elle n'est pas forcément du hasard. Il faut savoir effectivement la provoquer et lever le doigt. Est-ce que tu laisses dans ton quotidien une certaine place aux synchronicités, aux rencontres fortuites? Est-ce que tu fais confiance aussi à ton intuition? Alors, je pense que oui, je pense que l'intuition, pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, c'est toujours un bon point de départ. C'est important. J'ai fait pas mal de recrutements depuis que j'ai commencé à travailler. Et les quelques fois où mon intuition me disait de pas y aller, et je me suis fait influencer, je l'ai regretté longtemps. Mais je prétends pas avoir toujours raison, loin de là. Ça me semble, l'intuition n'est qu'une composante. Et par exemple, sur des personnes où je me dis, mon intuition me dit d'y aller ou de pas y aller. En tout cas, j'essaie de toujours croiser avec des tests de personnalité pour voir aussi ce qui peut ressortir, l'analyse que j'ai pu rater, les éléments que j'ai pas vus. En tout cas, oui, je pense que l'intuition est importante. Et puis les rencontres fortuites, hein, par rapport à ta question, c'est quelque chose que j'adore. J'ai une personnalité, je pense que dans mon entourage, ils en rigolent, hein. Je suis toujours capable de faire un mapping des personnes, de comprendre qui interagit avec qui. Donc, est-ce que c'est fortuit? Est-ce que c'est quelque chose qui est inné? Je sais pas. Mais en tout cas, ces relations fortuites, j'en fais souvent bénéficier mes relations, que ce soit professionnelles ou personnelles. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es vraiment senti au bon endroit et au bon moment? Ouais, je pourrais en citer deux, mais il y en a plein. Je pense que je pourrais en citer beaucoup. Les deux, c'est peut-être chez Accor. Ça a été mon premier job chez Accor quand j'ai rejoint Accor pour m'occuper des ouvertures de Sofitel dans le monde. Et alors j'ai une petite anecdote qui était rigolote. C'est qu'un des premiers projets que j'ai suivi, ça a été l'ouverture d'un Sofitel à la Défense, qui ensuite est devenu un Pullman. Donc ça a été une histoire un peu longue sur ce projet. Mais je me suis retrouvé autour d'une grande table. Il y avait tous les directeurs de la place de la Défense de Sofitel, ceux qui étaient déjà ouverts et puis celui qui allait ouvrir. Et il y en a un des directeurs qui me dit de façon très sympa,
Mais je sais pas pourquoi on recrute quelqu'un comme vous, parce que on a déjà ouvert 4000 hôtels dans le groupe, hein, et on n'a jamais eu besoin de quelqu'un pour s'occuper des ouvertures. Alors ça a été sympa parce que c'était assez challenging comme premier contact, hein. Mais après ce job a été fantastique, hein, parce que comme je te l'ai dit, j'ai voyagé partout, j'ai découvert une vraie communauté internationale, j'ai eu le challenge d'aller expliquer à des personnes en Asie, aux États-Unis ou en Europe qu'on allait travailler sur une méthodologie commune, ce qui n'a pas toujours été compris au début, et finalement ça a été extrêmement bien intégré. Et le modèle a été repris aussi pour des marques. Et surtout, c'était une création de poste, hein. Et quand tu me posais la question, je crois que la chance que j'ai eue, c'est d'avoir été dans des jobs assez entrepreneuriaux, où mon management m'a rapidement fait confiance et où j'ai pu aussi créer mon poste. Et puis, le deuxième poste peut-être que je peux citer, il a été après une phase d'incertitude, de réorganisation. Et puis là, on vient me voir et on me propose, alors c'est peut-être de la chance, mais c'est aussi peut-être parce que j'avais mon réseau interne, j'avais cette fidélité que j'évoquais plus tôt. On vient me voir, on me propose un projet qui avait un nom de code, 4M. Il y avait un petit dossier, une petite pochette, et on me dit, il faut regarder ce qu'on peut faire avec ce projet. Et en fait, il y avait tout à faire. On était en janvier 2007, et puis 9 mois plus tard, il y a une marque qui naissait, qui était Pullman. Donc une belle aventure. Ça a été une aventure fabuleuse. Et je peux remercier encore que Gilles Bellisson qui m'a confié ce projet à l'époque, et puis toute l'équipe avec lequel j'ai travaillé sur ça. Mais je pense que je pourrais en citer plein de ces expériences, qu'elles soient au Club Med, qu'elles soient chez Ascot aujourd'hui, qu'elles soient chez Accor. Mais voilà, c'était deux événements un petit peu marquants. Peut-être que quand on a entre 30 et 40 ans, on est à une phase où on est peut-être plus marqué par certaines expériences. Mais par contre, aujourd'hui, ce que je fais chez Ascot, c'est pareil, c'est aussi une aventure fabuleuse, et je me dis que je suis au bon endroit au bon moment, parce qu'on est un groupe avec une très forte croissance, avec une dynamique de marque, hein, et puis une volonté de devenir un acteur majeur. Est-ce que tu as eu l'occasion de revoir la personne qui t'a dit, qui s'interrogeait, de savoir ce que tu faisais là pour faire une ouverture d'hôtel? Oui, je l'ai recroisé régulièrement, et je pense qu'après il en a peut-être rigolé. Mais effectivement, je l'ai recroisé pendant plusieurs années jusqu'à qu'il prenne sa retraite, puisqu'il est resté directeur de Sofitel jusqu'à la fin. Bon, je vais pas répéter à chaque fois que je l'ai croisé, parce que ça aurait pas été sympa, mais c'était effectivement une anecdote qui m'a marqué et qui m'amuse toujours aujourd'hui. Est-ce qu'il t'est arrivé, à contrario, de rater ta chance ou éventuellement de faire une grosse erreur? Et surtout, avec le recul, qu'est-ce que tu en retiens? Comment tu interprètes ça? Je pense pas avoir commis de grosses erreurs professionnelles, hein. Mais il y a un événement qui m'a marqué, c'est quand j'étais à Rotterdam pendant mes études. On avait tous les mardis soirs un projet de stat à faire, hein, et à rendre le lendemain matin. Mais c'était un truc qui était très intense. On sortait de cours et on finissait à 2h, 3h du matin pour rendre notre papier le lendemain matin. Et puis il y avait un groupe international qui était constitué. Donc il y avait un Chinois, un Japonais, un Hollandais, un Allemand. Et puis bon, un peu de pression pour finaliser son papier, même si c'est que des études. Et un jour, on faisait ces travaux. Et puis quelques semaines après, le Chinois avec qui je m'entendais bien vient me voir et me fait, tu sais, le Japonais ne parlera plus. Pardon. Et oui, en fait, sans m'en rendre compte, je lui avais dit des mots qui étaient blessants, que jamais, en fait, nous, en tant que franco-français, on aurait imaginé blessant. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué d'autant plus que j'avais envie de travailler à l'international. Donc, ça a été une leçon de vie sur laquelle je suis resté vigilant après. Alors, je suis quelqu'un d'assez direct, mais quand je suis dans un environnement international, c'est quelque chose qui m'a marqué et sur lequel je suis resté vigilant dans la façon de gérer les relations multinationales dans le domaine professionnel. Est-ce que ça t'est arrivé de te préparer peut-être en sachant que tu allais aller dans tel ou tel pays et de lire de la documentation, te renseigner sur quels sont les us et coutumes, les choses à dire ou à pas dire par la suite? Oui, je l'ai fait. Et puis quand j'étais à l'INSEAD, donc c'est un peu plus récent, il y a un livre qui fait un peu référence aujourd'hui,
qui a été écrit par une prof qui était aussi diplômée, qui a aussi fait l'exécutif MBA de l'INSEAD, s'appelle Erin Meyer, et qui a écrit un livre qui s'appelle The Cultural Map, qui a été aujourd'hui traduit dans énormément de langues, et qui explique effectivement quelle est la notion de proximité qu'il peut y avoir entre un français et un anglais, quelle est la bonne distance, quels sont les bons mots à utiliser. Et en fait, Erin, avant d'écrire ce livre, elle avait travaillé chez L'Oréal, où elle avait travaillé justement sur ce côté international, multiculturel, à faire des formations pour voir comment faire travailler les uns avec les autres de manière efficace et dire les bonnes choses et agir de la bonne manière. Voilà. Donc c'est effectivement un ouvrage de référence pour moi, et d'autant plus que j'ai eu la chance de suivre ses cours. Alors, on a beaucoup parlé de chance, mais parfois, il y a des revers de chance qui sont la malchance. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de te retrouver dans une période où tu disais, mais c'est pas possible, la malchance s'acharne? Et si oui, comment t'as fait pour finalement gérer ces périodes-là? Alors, non, je pense pas avoir eu vraiment des périodes comme ça. J'ai peut-être raté des opportunités. Car je suis plutôt, comme je te l'ai dit, quelqu'un d'assez direct. J'aime dire ce que je pense. Je suis assez spontané. Mais ce qui me semble important, surtout, c'est d'être en accord avec soi-même. Et ça, j'ai eu, à nouveau, sans vouloir me répéter, j'ai eu la chance de travailler avec des leaders qui ont été des modèles pour moi, et ces leaders qui ont, dans leur manière d'agir, dans leur manière de faire. Donc, je pense pas avoir effectivement eu ces difficultés. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Alors, j'ai envie d'en citer deux. Il y en a un, c'est mon grand-père, qui avait comme devise Carpe diem. Donc, c'était un conseil qu'il m'a donné. J'étais encore enfant, ado, et donc j'aime appliquer. Je pense que c'est important effectivement de savoir profiter du jour présent. Voilà. Et puis l'autre conseil qui m'a été donné, c'est en 2011. J'étais amené à quitter Accor sur une des nombreuses réorganisations. Et un de mes patrons à l'époque, que j'avais connu 20 ans plus tôt lors de mon fameux stage à la direction du développement de l'hôtellerie de loisirs, il m'a conseillé d'aller faire une formation. J'avais que peu de temps pour me renseigner, pour valider l'idée, pour me dire est-ce que c'est la bonne chose ou je cherche tout de suite à rebondir professionnellement. Puis dans mon entourage familial, il y a un chasseur de tête qui m'a conseillé de postuler à l'exécutive MBA de l'INSEAD. Et ça a été pour moi une expérience extraordinaire, tant sur le plan humain que sur le plan académique. Et puis ça a été aussi une opportunité exceptionnelle de préparer ma transition pour mieux rebondir. Voilà. Donc ça, c'est un super conseil qui m'a été donné. C'est vrai que avoir la chance de pouvoir faire ça à 40, un peu plus de 40 ans, c'est génial. Et puis régulièrement, je retourne sur le campus. Ils sont toujours des moments assez exceptionnels. Reprendre un cours qui dure 2 jours et demi, de repartir dans la dynamique des cours. Là, j'ai repris l'année dernière un cours sur l'intelligence artificielle. Alors c'est sûr qu'on est moins impliqué de manière sur le côté académique quand on y va comme ça pour juste 2 jours et demi. Mais c'est un super booster. Puis avec des personnes qui sont extrêmement brillantes, tellement expertes sur leur sujet, que c'est extrêmement revigorant quand on retourne au bureau. Et c'était tellement revigorant quand je l'ai fait que ma femme a aussi décidé de faire ce programme 3 ans après moi. Voilà. Et puis tu m'as posé pas mal de questions sur la chance. Une des devises de l'INSEAD est Give Back, et je crois que ça correspond aussi bien à mes valeurs et à ce dont nous avons déjà parlé sur la chance, mais surtout sur la capacité à donner aux autres ce qu'on a pu recevoir de soi-même. Comment tu vois les choses pour les 10 prochaines années dans le secteur du tourisme et en particulier pour l'hospitalité? Alors, je pense qu'il y a une multitude de choses qui peuvent se passer dans les années à venir. D'abord, il y a le rôle de l'IA qu'on voit arriver. Quel va être l'impact de l'IA? Je pense qu'aujourd'hui, personne ne le sait encore vraiment. Alors, il y a deux thématiques qui peuvent ressortir de façon assez forte. C'est la personnalisation de l'expérience. C'est qu'on connaîtra de mieux en mieux nos clients, donc on pourra adapter de plus en plus l'expérience à l'attente de nos clients. Et puis, il y a le domaine sur la partie réservation, recherche de lieux, où là, l'IA est déjà en train de prendre une place importante, sur lequel nous, on travaille quotidiennement. Donc ça, c'est un premier sujet. Alors, le rôle de l'IA, il sera sûrement beaucoup plus étendu que ces 2 points que je viens d'évoquer. Voilà. Il y a, je pense, toujours le développement durable, la CSA, où on va être de plus en plus, ça sera de plus en plus une norme, le zéro carbone, la pollution par les transports. Tous ces sujets on le voit, sont de plus en plus importants. Ils sont
tant en univers B2B que B2C. Donc ça, il y a une très forte attention là-dessus. On va avoir un tourisme qui sera sûrement de plus en plus tourné autour du bien-être, du wellness, avec le vieillissement des populations. Un autre point qu'on voit déjà aujourd'hui, mais qui devrait continuer à croître, c'est tout ce qui est lié au télétravail, les personnes qui se délocalisent sur des longs week-ends pour être en télétravail. Donc tout ça, c'est aussi quelque chose que je vois, en tout cas, sur les pays occidentaux. Deux autres points. Un tourisme qui sera, on voit déjà avec de la montée en gamme, des attentes luxe qui sont de plus en plus importantes. Il y a un secteur qui devient essentiel. Et puis un dernier point, mais je pourrais en citer beaucoup, qui va être sur tout ce qui va être tourné autour du tourisme domestique et tout ce qui est staycation, qui là, d'ailleurs associé au télétravail, sera important. Par contre, je suis convaincu que l'expérience, l'émotion seront de plus en plus importantes. Et même si l'IA prendra peut-être des rôles, des responsabilités sur certains jobs à l'avenir, ça va pas du tout supprimer des postes. Ça devrait créer d'autres postes parce que les attentes émotionnelles sont extrêmement fortes de la part de nos clients. Et je pense qu'il y a encore d'énormes opportunités pour le service et pour la dimension humaine dans nos métiers. Donc, c'est vraiment ce que les clients qui voyagent aujourd'hui, ils cherchent de l'échange, ils cherchent de l'humain, ils vont pas chercher de l'automatisation. En effet. Qu'est-ce que tu sais avec une absolue certitude? Je pense rien. Je pense que, en tout cas, c'est pas dans mon tempérament d'avoir une certitude absolue. Celle que j'ai peut-être, c'est que l'absolue certitude, elle peut probablement pas exister dans le monde où nous vivons, parce que tout évolue très vite et qu'il faut savoir rester à l'écoute de l'évolution. Si tu devais décrire le reste de ta vie en 5 mots, qu'est-ce que tu nous dirais? C'est une bonne question. Alors, je pense que il y a un premier mot que je citerai qui me correspond bien tant sur le plan professionnel que personnel, c'est la passion. Je fais et j'agis avec passion. Un deuxième mot qui est une activité personnelle que j'exerce depuis toujours, qui est l'équitation. Un troisième qui est la famille. Un quatrième qui serait les amis et mon entourage. Et un dernier mot qui est l'international, parce que même si effectivement j'ai eu souvent des postes basés en France, ils sont dans des entreprises internationales où ils ont toujours été tournés vers l'international, et c'est aussi quelque chose qui est important pour moi. Merci beaucoup Philippe Mété, Sales and Marketing Vice President Europe pour The Ascot Limited, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup Armelle et merci de m'avoir accueilli. Voici les 4 points à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que si tu n'es pas heureux dans ton quotidien, il faut savoir provoquer des changements. Le deuxième point, c'est que l'intuition est toujours un bon point de départ, y compris en matière de recrutement. Le troisième point, c'est le conseil lecture de Philippe Mété, de Culture Map de Erin Meyer pour bien comprendre et décoder les fonctionnements des gens en fonction de leurs différentes cultures dans le monde. Et le dernier point, c'est la punchline de cet épisode. Les clients qui voyagent cherchent de l'émotion, pas de l'automatisation. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.